Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 30 avril 2018. Ce soir, il y a les clôtures mensuelles. Clôture mensuelle donc sur les indices, hein, c'est surtout sur les indices que c'est important. On a pour le moment une nette surperformance de l'Eurostoxx des marchés actions européens avec un Eurostoxx 600 qui progresse de près de 5% contre 2,5% pour Wall Street, pour le S&P 500, notamment grâce euh, à une baisse de l'euro qui a perdu plus de 1% au mois d'avril face au dollar. Donc cette corrélation négative euro et Eurostoxx eh bien, a permis à ce dernier de enregistrer une super-performance. Alors, je vais commencer par saluer tout le monde. Bien le bonjour à vous, Luc. J'espère que vous allez bien. Ramsey, Raymond que je salue également, Benjamin, François, Catherine. Voilà, bien le bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Sans plus attendre, nous allons commencer par lire l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors on commence par le briefing d'actualité. On a eu Wall Street qui a connu une semaine mitigée la semaine dernière, sous pression en début de semaine en raison du retour des pressions inflationnistes, en tout cas des inquiétudes sur une inflation trop importante, puis en haut jeudi vendredi grâce à des excellents résultats des entreprises et surtout une croissance américaine qui a dépassé le consensus. Donc l'économie américaine qui a dépassé le consensus mais qui est ressortie quand même plus lent que lors du dernier trimestre 2017, donc à un rythme de 2,3% sur un rythme annualisé contre 2% attendu et contre 2,9% au quatrième trimestre 2017. Voilà. Donc c'est le plus faible taux de croissance des États-Unis en un an, dû à la réduction de la consommation des ménages, qui est le principal facteur de ce ralentissement. Le ralentissement est plutôt généralisé, hein, parce que également au Royaume-Uni, l'économie britannique est ressortie à 1,2% sur un rythme trimestriel. L'économie britannique a cru seulement de 0,1% ce premier trimestre d'année. Alors, on a plusieurs explications. Une explication qui est la météo, qui revient souvent dans les rapports, que ce soit au Royaume-Uni mais également en zone euro. Je vous rappelle, la zone euro également, la croissance elle a ralenti. Donc voilà, ce ralentissement de la croissance est plutôt généralisé en ce premier trimestre de l'année, donc je dirais rien de très inquiétant, d'autant plus que le FMI, vous voyez, a publié ses nouvelles projections économiques et elle a revu à la hausse ses projections pour cette année à 3,9% pour 2018 et pour 2019. Et sinon, d'un point de vue politique, on a Kim Jong-un qui se montre plutôt amical avec la communauté internationale et qui envisage d'inviter des journalistes étrangers à assister à la fermeture de son principal site d'essai nucléaire en Corée du Nord au mois de mai. Voilà. Et je vous rappelle qu'il y aura un sommet entre la Corée du Sud, la Corée du Nord et les États-Unis qui se tiendra donc en mai ou juin, date à confirmer. Avec bien évidemment donc Donald Trump, Kim Jong-un et le président sud-coréen. Voilà un petit peu pour l'état politique et économique ce matin. On va passer au résumé de la science asiatique. Donc, à noter qu'on a le Japon qui est fermé plus de la moitié de cette semaine. On a la Chine qui est fermée aujourd'hui et demain. Donc voilà, on a beaucoup moins de volume que la normale en Asie. Donc ces chiffres peuvent être un petit peu, euh, prendre avec précaution parce qu'on n'a pas le sentiment totalement asiatique. Voilà, donc le yen qui est à équilibre, le gold en baisse, le nickel, le Hang Seng qui progressent tous les deux. Voilà un petit peu ce qu'on a ce matin. Donc on a plutôt tendance à dire qu'on a de l'appétit pour risque, mais encore une fois, soyons prudents, on a quand même le Japon et la Chine qui sont fermés. Calendrier économique, donc on a eu l'indice PMI manufacturier de la Chine qui est sorti à 51,4 contre 51,3, 51,5 pardon pour la précédente publication, alors que le marché attendait 51,3, donc c'est une bonne nouvelle, mais quand même on a potentiellement un ralentissement de l'activité manufacturière en Chine, étant donné que elle est en baisse par rapport au mois précédent. On aura donc peut-être, je dis bien peut-être, une croissance qui va ralentir en Chine.
bien évidemment, c'est pas s'il y a un mois où le PMI manufacturier qui ralentit que qu'on va avoir une croissance qui va être impactée. Du côté de l'Europe, nous aurons les ventes au détail allemandes, donc qui sont sorties à 8 heures, pardon, à 1,3% dans la lignée de la précédente publication. Nous aurons l'IPC allemand, publié à 14 heures, l'IPC prévisionnel, excusez-moi, l'IPC prévisionnel pour le mois d'avril, qui est attendu en léger ralentissement à 1,5% contre 1,6%. Nous aurons l'indice PCE Core, très important aux États-Unis, donc attendu en hausse à 1,9% contre 1,6% lors de la précédente publication. Voilà, sinon cette semaine, plus globalement, nous aurons beaucoup de statistiques. Donc, nous aurons la Fed, nous aurons la RBA, nous aurons des PIB. Bref, nous aurons quand même pas mal de statistiques. Donc là, je me suis mis que en annonce forte. Et là, vous pouvez voir qu'on a la RBA, donc demain, bon, attendu inchangé, hein, comme d'habitude, la RBA. Je vous rappelle que les premières prévisions sur le marché swap pour une hausse des taux de l'RBA, c'est mi-2019. Mi-2019, donc il y a encore plus d'un an, on va dire, où ça va être le statu quo qui va être au rendez-vous. Ensuite, mardi, toujours demain, le PIB canadien, avec un discours de Paulos, le gouverneur de la Banque du Canada, à propos de la dette, vous voyez, dette des ménages. L'indice ISM manufacturier aux États-Unis. Alors cette semaine, ce sera vraiment une semaine où il y aura beaucoup d'annonces macroéconomiques, donc il y aura quand même sans doute beaucoup de volatilité. Hein. Pour ceux qui aiment la volatilité, eh bien écoutez, ce sera votre semaine. Mercredi, taux de chômage, Nouvelle-Zélande, PIB de la zone euro avec le taux de chômage également qui est, je ne sais pas pourquoi, mais classifié en impact moyen. Voilà, mais bon, il y aura le taux de chômage également de la zone euro mercredi. La décision des taux de la Fed, donc décision des taux de la Fed, l'IPC core de la zone euro jeudi. Alors du coup, ça me met le doute, est-ce que le taux de chômage de la zone euro est mercredi ou jeudi? On va voir ça. PIB. Alors non, c'est bien, pardon. Mercredi. Taux de chômage à zone euro. Donc c'est bien mercredi le taux de chômage. Hein. Voilà, donc jeudi, IPC core de la zone euro. Anticipation. Hein. Vous voyez. Et ensuite le taux de chômage avec le NFI, pardon, aux États-Unis. Sur l'emploi agricole, le taux de chômage avec également les salaires. Donc on va voir un petit peu c'est quoi le consensus. Il y aura un webinaire spécial Fed, hein, bien évidemment. Donc, salaire moyen attendu à 2,7%, donc ce qui est quand même assez élevé. C'est pas le plus haut de l'année, plus haut de l'année qui avait été atteint en janvier à 2,9%, qui était le plus haut depuis 2009, pardon. Et donc 2,7%, certes, c'est dans la lignée de la précédente publication, c'est moins bon qu'en janvier, mais ça reste quand même très élevé, ce qui devrait soutenir dans le fond l'inflation. Alors bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Alors bonjour à tous. On va faire un tour donc du marché. Alors ça c'est le graphique que je voulais vous faire voir. Donc on a l'Eurostoxx avec les chandeliers, l'Eurostoxx 600 hein, avec les chandeliers japonais, le S&P en vert, l'euro en bleu. Voilà, et donc vous voyez au mois d'avril la surperformance et depuis l'année, alors je vais pas regarder, depuis le début de l'année l'Eurostoxx superforme. Vous voyez, alors qu'en plus de cela, on a quand même, on n'a pas le taux de change euro-dollar qui est appliqué. Hein. Si on applique le S&P en euros, si vous êtes un investisseur avec un compte en euros, vous avez un taux de change qui est appliqué. Donc S&P fois USD euro, mince, alors, je ne sais plus où est. Voilà. Et vous voyez que avec un investisseur, comment dire, européen qui achète du S&P, eh bien finalement la performance qu'il a sur le S&P est de moins 1,52% contre 0,56 pour l'Eurostoxx. Voilà donc net surperformance de l'Eurostoxx, surtout tiré vers le haut par au mois d'avril hein, par l'euro. Sinon au niveau de nos indices forex, donc on a une nette sous-performance pardon du dollar néo-zélandais moins 0,11%, du dollar australien moins 0,20%
suivi par le dollar néo-zélandais moins 0,11, le yen à équilibre, mais encore une fois, je rappelle qu'on a la Chine et le Japon qui sont fermés aujourd'hui, donc ça à prendre avec précaution ces chiffres. Ce matin, on a l'euro, le franc suisse qui superforme, avec une superformance du franc suisse. Oui, donc on a une belle baisse du franc suisse 26 avril, jeudi, et on est toujours sur ce niveau de support plurimensuel. Vous pouvez voir qu'il a été testé à de multiples reprises. Hein. Donc voilà, tant qu'on se situe sur ce niveau de support, j'ai envie de dire que le potentiel est plutôt haussier. Maintenant, je m'attends pas à une nouvelle tendance haussière, mais voilà, une petite impulsion au moins, ça me semble possible. Mais encore une fois, on est dans une tendance baissière, donc voilà, les stratégies acheteuses sont à utiliser avec quand même des faibles risques. Hein. Voilà, mais ça me semble possible quand même que le franc suisse revienne, rebondisse vers cette zone et donc qu'il fasse pression sur l'euro et le GBP. Le GBP index, on a cette oblique. Je pense qu'on peut attendre que le GBP index revienne sur cette oblique pour payer la livre sterling, même si le GBP USD me semble très intéressant. J'attendrai personnellement que la livre revienne sur cette oblique pour entrer à l'achat tout simplement. L'USD qui continue à progresser, le CAD qui continue à consolider. Il est revenu à ses sommets, à ses récents sommets, mais il continue, vous voyez, à se maintenir en dessous. Et en plus de cela, on a une divergence baissière qui est en train de se former. Les prix de clôture, vous voyez, sont de plus en plus hauts, alors que le RSI est de plus en plus bas. Alors, que retenir de ces indices Forex? Toujours la UD et le NZD qui sont baissiers avec on a eu la semaine dernière une nette sous-performance du dollar néo-zélandais. Ce matin, il semblerait que c'est plutôt la UD qui euh, qui est en qui sous-performe et l'euro qui rebondit l'euro qui rebondit d'un coup. Donc voilà, hausse des devises européennes en tout cas et également de l'euro et également du dollar. Donc ça me semble possible d'acheter l'euro ou le GBP, enfin pas encore le GBP, pas encore parce qu'il est sous oblique, mais l'euro, vous voyez que il est revenu sur ce support donc jeudi, et donc ça me semble possible de le payer à très court terme pour viser simplement, vous voyez les sommets, on a un double top, enfin, qui est pas validé, mais en tout cas on a un double test de cette résistance à 1,3642, donc qui ne veut rien dire cette échelle parce que c'est un indice, mais vous voyez, je vois bien l'euro revenir à ses récents sommets, donc face au dollar néerlandais, ça me semble une bonne paire, même face à la UD, même si je suis à l'achat sur la UD NZD, je pense que l'euro UD peut se shorter. On va regarder ça tout de suite. Peut se shorter, peut se payer, pardon. L'euro UD, vous voyez, à très court terme, vous voyez, on trace cette oblique et je pense que l'euro UD peut venir chercher cette oblique, tout simplement. L'euro UD ou alors la UD USD, on peut le shorter également. Voilà. Par contre, voilà, la configuration technique n'est pas très satisfaisante étant donné qu'il est le cours est en bas de ce canal baissier, ce qui veut dire qu'on est dans une zone potentiellement de survente et que le cours va donc rebondir. Voilà. Donc là, les USD ne le toucheront pas, je pense. On va attendre un petit peu. Mais voilà, l'euro UD en tout cas perspective haussière sur du court terme. Même je dirais, pourquoi pas, ça semble un peu plus risqué, mais pourquoi pas vendre la UDCHF. Voilà, la UDCHF, ça veut dire achat franc suisse. Je pense que ça peut se faire. On a la moyenne mobile à 20 jours à court terme, la moyenne mobile à 50 vers 0,74, pourquoi pas aller viser. Mais voilà, la UD, pourquoi pas le shorter, étant donné que le franc il est sur support, tant qu'il tient son support, ça me semble possible de le payer. On est sur un niveau de prix extrêmement attractif sur le franc suisse. J'ai une perspective toujours baissière sur du moyen et long terme sur le franc suisse, mais à court terme, étant donné qu'on est sur un niveau de support, je vois bien encore une fois un rebond. Ce qui pourrait faire pression, donc ce qui pourrait être une bonne stratégie, une bonne devise à acheter sur du très court terme. Alors, on fait un tour sur un DXY. DXY a touché, vous voyez, ce gap et près de cette moyenne mobile à 200 jours vendredi. Donc, ce qui veut bien dire que cette zone de prix est un niveau de résistance important parce qu'on a eu donc des acheteurs puis un nombre conséquent de vendeurs vers ce niveau de prix qui a rapatrié le cours
plus bas que son prix d'ouverture. Donc ici, ce chandelier est parfait parce qu'il nous indique clairement qu'on a une forte zone de résistance. Donc si on a un nouveau test de cette résistance, je dirais que le dollar, faudra s'intéresser à le shorter. Je dis pas qu'il faut le shorter directement, mais voilà, moyenne mobile à 200 jours qui n'a pas été testée depuis qu'elle a été franchie. Euh, on a ce gap, donc voilà, ça fait quand même une accumulation de résistance vers les 91,50 à peu près. 91,50, faut s'intéresser aux positions vendeuses sur le DXY. L'euro-dollar, il peut aller chercher un 20. Il peut aller chercher un 20 si le DXY vient rechercher sa moyenne mobile à 200 jours. Si elle vient pas chercher sa moyenne mobile à 200 jours, l'euro ne reviendra pas chercher les 1,20. Votre avis sur la USD, du mal à monter, faut-il sortir? Alors, du mal à monter, oui, faut-il sortir? Alors, disons que ce serait vraiment possible, enfin, c'est possible de sortir, hein, je comprends totalement. Moi-même, j'y réfléchis. Donc, en fait, ce que je vois bien à court terme, c'est que le RSI revienne à 50 et qu'ensuite que le cours rebondisse. Ouais, c'est généralement le cas. On a le cas sur 50, le pullback, le rebond. Donc c'est ce que je pensais ce matin, c'est que le RSI revienne sur 50 et qu'ensuite il rebondit. S'il rebondit, c'est parfait. S'il franchit 50, dans ce cas-là, il faudra prendre des bénéfices. Mais vous doutez bien que si on attend que le RSI franchisse 50 pour prendre des bénéfices, on aura un prix plus bas qu'actuellement. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais je vois bien le RSI revenir sur 50, enfin rebondir tout simplement sur 50. François qui me demande l'USD s'achève, l'USD yen, l'USD CAD, le GBP yen. Alors, on fait un tour des paires majeures, comme ça je répondrai à votre question et ensuite je ferai le GBP yen. Donc le GBP USD donc a franchi cette moyenne mobile à 100 jours. Pour être honnête avec vous, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout de ce ralentissement, de ce fort ralentissement de la croissance britannique. Donc j'ai essayé de retrouver des obliques, mis à part cet oblique en bleu, l'épais très bleu qu'on avait tracé depuis plusieurs semaines. On a une autre oblique légère, vous voyez, avec un faible trait qui vient chercher ce point bas, donc du 14 mars 2017 et du 13 novembre 2017. Vous voyez qu'on est dessus et que le cours a bien rebondi dessus. Est-ce qu'on pèse cette oblique? Non. Non, parce que regardez le GBP Index. Le GBP Index n'est pas encore sur sa oblique haussière. Il n'est pas en bas de son canal. Donc je pense que la livre peut continuer à consolider ou même franchir cette oblique. Ce qui serait un signal vendeur en direction des 1,35. Voilà. Voilà, donc je pense pas qu'il faut payer cette oblique, même si elle me semble intéressante. Je pense qu'on peut s'attendre à un ralentissement du momentum, étant donné que dorénavant, le marché s'attend à une hausse des taux de la BOE en décembre de cette année, alors qu'il y a 2 semaines, le marché avait anticipé à hauteur de 80% une hausse des taux de la Banque d'Angleterre pour le mois de mai. Donc on a eu clairement une déception lors des dernières publications macroéconomiques, euh, ce qui justifie ce ralentissement du momentum et ce qui devrait continuer à le mettre sous pression. Voilà, donc le GBP, on reste de côté pour le moment. Le NZD, donc, il n'est pas encore revenu chez les 0,70, mais je pense qu'il va aller le faire, étant donné que le dollar est haussier et le NZD il est baissier. Donc le dollar néo-zélandais devrait continuer à sous-performer le dollar. Et voilà, à surveiller tout de même, parce que si le DXY a fait son point haut, probablement que tous les autres devises vont rebondir, mais on aura, j'espère, en tout cas une divergence haussière pour signaler cette sous-performance du dollar néo-zélandais et des autres devises majeures face au dollar US. L'USD4 pareil consolide étant donné que l'USD DXY a atteint un sommet. Il a atteint un sommet donc vendredi. C'est possible que finalement le dollar a fait son point haut. Je pense qu'il faut encore attendre un petit peu pour en être certain. Il faut attendre des signaux baissiers plus convaincants. Mais en tout cas, on a eu un beau signal baissier vendredi à la clôture. C'est une shooting star hein, presque. Alors il aurait fallu le gap haussier,
Mais on a, vous voyez clairement un chandelier qui matérialise, qui illustre, pardon, c'est même pas une indication, c'est une résistance. Voilà, on a une résistance à ce niveau de prix. Donc, le dollar néerlandais, l'USD CAD, tous les paires majeures, concrètement, peut-être, elles ont peut-être fait leur point bas face au dollar. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour en être certain, mais c'est à surveiller. Potentiellement, l'USD CAD, on a une zone de résistance qui pourrait se shorter. Mais encore une fois, je pense que c'est trop tôt pour shorter le dollar US. Donc j'ai pas en fait de stratégie à vous donner sur les paires majeures. Il y a autant de chances qu'on ait fait un point haut qu'un point bas. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais encore une fois, vu le chandelier du DXY, je ne serais pas surpris si on a une semaine négative sur le dollar. Mais au vu du momentum également de ces 2 dernières semaines, la tendance est haussière, donc ça me semble compliqué de le shorter pour le moment. Donc j'attends encore 1 à 2 séances, voir si on a davantage de configuration baissière, si on a davantage de signaux baissiers, ça sera possible de vendre le dollar face à des devises comme l'euro, comme le GBP, comme le CHF, vous voyez, comme le CAD également. Parce que le CAD, s'il franchit cette résistance, sera un signal haussier. Donc voilà. Le SDCHF, vous voyez, 0, on s'approche de la parité. Est-ce qu'il va rejoindre la parité? Ben encore une fois, on a un dollar qui, je ne sais pas surpris s'il baisse, mais en même temps on est dans une tendance haussière, donc ça me semble compliqué d'être vraiment directionnel, d'avoir une opinion très claire sur le dollar. Par contre, le franc, il est sur un niveau de support très important. Il y a plus de chances, selon moi, qu'il rebondisse plutôt qu'il accentue ses pertes, et donc ça doit faire pression. Donc je vois bien l'USD-CHF revenir vers les 0,98, 0,9750 avant de consolider ou revenir à la hausse. L'USD-Yen, voilà, je pense qu'on a fait un point haut. Donc face au Yen, je pense qu'il faut prendre des bénéfices, parce que je ne serais pas surpris si le Yen rebondit ces prochaines semaines. Étant donné que vous voyez, on a une belle respiration depuis le mois d'avril, le Yen est en baisse ou, dans le meilleur des cas, consolide. Voilà, donc le Yen, il tient son support, il ne baisse plus. Donc tant qu'il tient son support, ça peut encore être une devise à shorter face à une devise particulièrement haussière. Mais face à une devise en range et un yen en range, ça ne sert à rien d'acheter ou de vendre le yen. Le premier signal haussier sur le yen pourrait être donné en cas d'un retour du RSI au-dessus de 50. Dans ce cas, on aurait un momentum majoritairement bullish, et dans ce cas, ce serait possible d'acheter le yen. Mais pour le moment, il est à 48, donc il est sous 50, et donc je pense pas qu'il y ait grand chose à faire sur le yen. Mais ouais, que le yen, qui reste quand même plus haut que ses prix qu'il y a 2 semaines. Donc, on a potentiellement fait le point haut sur le SD yen. Parce que le dollar a fait son point haut hier, le yen, son point bas il y a 2 semaines. Donc USD yen, prenez des bénéfices si vous êtes à l'achat. Je ne dis pas qu'il y a 100% de probabilité qu'on ait fait le point haut, mais je pense que mon biais se tourne plutôt à la baisse. Il commence à se tourner à la baisse sur le USD yen. Je passe pas vendeur, mais je commence à surveiller des signaux baissiers. USD yen 110 de la part de François. Alors encore une fois, François, ça me semble risqué. Alors je dis pas que c'est impossible, mais si ça se fait, c'est parce que le dollar reprogresse, ce qui veut dire que, le DXY revient à sa moyenne mobile de 100 jours. Si le DXY revient à sa moyenne mobile de 100 jours, très probablement l'USD yen reviendra à 110. Dans le cas contraire, ça m'étonnerait. Parce que le yen, je pense qu'il a fait son point bas il y a 2 semaines. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est sur au niveau du dollar, on est sur un timing très délicat, étant donné que bien il y a eu un point haut qui a été fait vendredi, mais en même temps le chandelier est particulièrement baissier, il est particulièrement vendeur. On voit qu'il y a eu beaucoup de vendeurs qui sont manifestés vendredi. Donc voilà, on est en baissière, haussière pardon, mais vendredi c'était une journée particulièrement négative, donc il faut attendre une confirmation de ces signaux avant de prendre une décision. Voilà, donc le dollar on n'y touche pas aujourd'hui.
Donc les devises, on va dire entre guillemets tradables, les stratégies possibles, c'est l'euro UD qu'on a vu au début, achat euro UD, vente à UDCHF par exemple, ou alors l'alternative c'est le dollar néerlandais. Si vous voulez pas shorter la UD, on peut shorter le dollar néerlandais, donc euro NZD ça peut s'acheter. L'euro NZD, voyez, moyenne immobilier de 100 jours, parfait niveau de soutien. Donc l'euro NZD, ça me semble possible d'acheter vers 1,75. NZD-CHF, ça me semble possible de le vendre. NZD-CHF, voilà, on a eu la résistance ici. Moyenne immobilier de 100 jours, pullback. Vous voyez, on a peut-être une épaule tête-épaule qui est en train de se former. Épaule, tête, épaule. Donc avec un support, une ligne de coup, une oblique. Ouais, c'est cette oblique, hein, concrètement. À peu près. Voilà. Et donc si on a la validation, si on a le cours qui franchit cette oblique en rouge, nous aurons un objectif baissier jusqu'à, enfin théorique, hein, je dis bien. Ça va dépendre de la cassure, mais à peu près à ce niveau de prix. Donc les plus bas, vous voyez, de l'année. Donc NZCHF potentiel baissier qui pourrait se former. Au niveau des indices boursiers, donc CAC, DAX qui sont à l'équilibre, hein, on n'a pas beaucoup de mouvements ce matin. CAC 40, donc qui est revenu chercher 5500 points, à l'inverse du DAX qui n'est toujours pas revenu à ses sommets, de l'année, ce qui veut dire que le CAC surperforme. Et vous voyez de loin, regardez cette claire tendance haussière du CAC 40. C'était très propre. Alors que le DAX est un peu plus brouillon. Mais ce qui veut dire que le DAX a une marge de progression plus importante. Parce que le CAC est revenu à ses sommets de l'année, le DAX n'y est pas revenu. Donc le DAX, perspective haussière dans le fond, jusqu'à environ 13 500. Déjà 13 000 et ensuite 13 500. Alors est-ce qu'il y a une opportunité haussière ce matin? Non. Non, parce qu'on n'a pas encore le breakout au-dessus des 12 111. On n'a pas encore la clôture journalière au-dessus du plus haut de février. Vous voyez que cette clôture fait toujours office de résistance et donc cette résistance, elle est utilisable, tradable en intraday. Voilà, c'est la zone de prise de bénéfice. Si on a un retour à 12 500, achat et prise de bénéfice à 12 111. Maintenant, si demain, on a une clôture journalière au-dessus des 12 111, même s'il y a cette moyenne immobilière de 100 jours qui est à plate, la moyenne immobilière à 200 jours, quand elle est à plate, elle a beaucoup moins d'impact. Mais donc, si on a une clôture au-dessus des 12 111, on pourra passer à l'achat jusqu'à 13 000. Ce sera une stratégie de breakout. Et l'Eurostoxx, pareil, vous voyez, ces sommets n'ont pas été encore rattrapés, mais puisque le CAC a les valeurs françaises de l'Eurostoxx, qui sont également du CAC, sont les plus importants dans l'indice Eurostoxx, eh bien l'Eurostoxx superforme également le DAX à court terme. Le DAX franchit les 3500, franchit sa moyenne mobile de 100 jours, donc a clairement des signaux haussiers en direction des 3630. Donc si vous êtes moins confortable à payer le DAX, vous pouvez payer l'Eurostoxx 50. Demain, à part le Forex, quels marchés seront-ils ouverts? Le FTSE, alors, et bien également tous les indices européens, étant donné que les indices européens cotent à Londres. La bourse de Paris, elle est cotée, elle est gérée à Londres. Hein. Donc voilà, la bourse de Paris normalement sera ouverte. Il me semble. Hein. Il me semble qu'il n'y a pas de. Alors attendez, je vais vérifier cela. Je vous dis ça tout de suite. Alors la bourse de Paris, alors vous savez que la bourse de Paris, oui, disiez, c'est des serveurs dorénavant, et tous les serveurs sont à Londres. Hein. Voilà. Donc si vous regardez bien, en fait, dès que le Royaume-Uni est férié, eh bien on a la bourse de Paris qui est fermée. Mais c'est pas parce que. Alors si, voilà, bourse de Paris fermée demain. Bourse de Paris fermée demain. Mais donc pour précision, c'est pas parce que c'est férié en France que la bourse de Paris est fermée. Voilà. Par contre, lorsque c'est férié en France et au Royaume-Uni, généralement, on a la bourse de Paris qui est fermée. Mais donc pour répondre à votre question, excusez-moi, demain, oui, la bourse de Paris est fermée. La bourse de Paris est fermée, donc le CAC ne cotera pas.
Le FTSE cotera, par contre. Alors, sur le parvis, alors à la Défense, sur le parvis, il y a un grand bâtiment marqué Bourse de Paris. Alors avant, la Bourse de Paris était à Paris, euh, mais dorénavant, c'est plus que, enfin, il y a plus rien dedans, c'est un musée, il me semble d'ailleurs. Euh, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Mais donc non, la Bourse de Paris, tout est électronique, donc quand vous passez un ordre sur le CAC, ça vient à Londres, hein. Voilà. Le FTSE, donc on me demande le FTSE, voilà, on me spam pour le FTSE, donc le FTSE supporté, soutenu par la baisse de la livre sterling, hein, à court terme. Si vous regardez la baisse de la livre sterling profite directement au FTSE, en plus de cela on a un contexte quand même qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait il y a 2 semaines d'un point de vue politique. Corée du Nord, euh, tension commerciale, bon c'est pas encore ils sont pas encore clairement améliorés. On a dans le fond une amélioration, en tout cas des perspectives qui s'améliorent, mais concrètement on n'a pas d'amélioration. Mais sinon on a un pétrole qui est en hausse, on a une NIF qui est en baisse, on a des excellentes publications des résultats des entreprises, donc voilà, tout cela sont des facteurs de soutien aux marchés actions mondiaux et pour la livre également. Donc la livre franchit, repasse au-dessus des 5000, 7500 points. Attention, je regarde ici et sur Hachette, donc ça ne veut pas dire qu'il faut le vendre, mais ça alerte sur un potentiel baissier. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur FTSE? Non, pour le moment non. J'attendrai bien un retracement. Donc on utilise Fibonacci, point bas au point haut, si on estime qu'on a fait le point haut, ce qui n'est probablement pas le cas. Mais ouais, 38%, ça nous donne un retracement vers les 7328 à peu près. Donc 7350. Pourquoi pas une zone d'achat intéressante. Mais voilà, le break-out des 7500, pour moi, c'est pas quelque chose qui est payable, étant donné que le récit suracheté, donc ça me semble un petit peu trop risqué. Je dis pas qu'il faut le vendre, mais voilà, le momentum, en tout cas, me semble euh, en excès. Par contre, regardez, ce gap, il pourrait être acheté, hein. Ça coïncide avec un retracement de Fibonacci, donc pourquoi pas acheter ce gap si on a un retour. Voilà, si on a un retour à ce niveau de prix, ça serait intéressant pour payer le FTSE. Alors Didier, ah oui d'accord. Donc Didier, oui, je vois tout à fait ce que vous voulez me dire. Donc c'est la tour Euronext. Oui, la tour Euronext, mais c'est pas parce qu'il y a la tour Euronext que les serveurs sont dedans. Les serveurs, si vous regardez, renseignez-vous sur internet, mais vous verrez que les serveurs sont à Londres. Voilà. Maintenant, par contre, avec le Brexit, je ne sais pas du tout ce qui est prévu. Moi, je ne me suis pas renseigné Didier. Je ne sais pas si, eh bien, les ordres sont toujours à Londres. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Alors, François qui me dit si toujours à Londres. Bon, bien écoutez, merci pour cette confirmation. Pour vous parler de l'AUDNZD, je suis arrivé au cours du webinaire. Alors oui, on a parlé de l'AUDNZD, je vais y revenir Thierry dans un petit instant. Je vais y revenir dans un petit instant. Donc on a fait les indices, je fais rapidement Wall Street. Wall Street qui tient sa moyenne mobile à 200 jours, que ce soit sur le S&P, le Dow ou le Nasdaq. Encore une fois, cette moyenne mobile elle semble intéressante à acheter. Maintenant attention, on a une oblique baissière qui est beaucoup plus claire donc sur sur le S&P avec les prix de clôture, donc ce qui fait un triangle descendant, ce qui pourrait être une figure de retournement. Même si un triangle normalement c'est une figure de continuation, un triangle ascendant ou descendant peut être une figure de retournement. Donc voilà, prudence. La ligne de coup, c'est ce support à 2190 qui, en cas de franchissement, validerait ce triangle descendant et qui donnera un objectif baissier jusqu'à 2365. Donc ce n'est pas encore le cas, mais voilà, restons prudents. En tout cas, dans le fond, je pense que pour le moment, la moyenne mobile de son jour vaut le coup d'être payé, même si on a un triangle descendant. Que ce soit sur le S&P, le Dow ou le Nasdaq, hein, peu importe. D'ailleurs, vous voyez que le Wall Street a dépassé cette oblique, alors que le S&P ne l'a pas encore fait. Et il va probablement le tester aujourd'hui. On passe aux matières premières, ensuite je reviens sur l'AUDNZD, donc l'or, ça commence à être intéressant, les 1320, surtout si le DXY a fait son point haut.
Voilà. Maintenant, je pense qu'avec un petit peu de patience, on peut attendre un retour à 1310, auquel cas un retour à ce niveau de prix serait techniquement intéressant à payer. Le brut, le Brent, voilà, risque baissier sous les seuils psychologiques, comme on l'a dit la semaine dernière, hein, tout au long de la semaine dernière, 70 et 70 dollars sur le brut, 75 dollars sur le Brent. Tant que ces barils se situent sous ces niveaux de prix, pour moi, le risque est plutôt correctif. Donc, un retour en bas de ce canal me semble être la bonne opportunité à acheter, même si on a un RSI qui revient sur cette oblique. Donc voilà, le RSI, s'il rebondit sur cette oblique, on aura un rebond du prix, et dans ce cas-là, on pourra payer, parce qu'on aura le rebond du prix. On aura un rebond du prix, on aura un avalement haussier, une piercing line, quelque chose comme cela. Mais tant qu'on n'a pas ce chandelier haussier qui coïncide avec un support du prix ou un support du momentum, ça me semble compliqué de payer les barils sous leur niveau de résistance actuel. Et voilà, le gaz hein, consolide, le cuivre moyen mobile de 100 jours, le cacao, on m'a demandé, pardon. Alors je vous rappelle, cacao, alors ouais, cacao, je vous rappelle que ce soir on a une clôture mensuelle, donc demain ce sera un webinaire pas spécial, mais on va dire qu'on va se consacrer beaucoup de temps aux clôtures mensuelles, et on peut voir qu'on a 3 mois consécutifs de hausse, on avait un super support à 2 dollars, à 2 dollars pardon, à ce niveau, à ce psychologique. Et donc là on a une respiration, on a une divergence qui se creuse, hein. Regardez, on a une divergence qui se creuse finalement, des prix du RSI qui sont plus en plus bas, alors qu'on a des prix, enfin pardon, on a la valeur du RSI qui est de plus en plus basse, alors que le prix est de plus en plus haut. Donc on a une divergence qui creuse qui n'est pas pour moi tradable tant qu'on n'a pas le franchissement de 50, auquel cas vous voyez que ça peut être un faux signal si on a le rebond de 50. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire sur le cacao, la tendance est clairement haussière. Vous voyez le prix est au-dessus de sa moyenne mobile à 20, 50, 100 et 200 séances, donc on a un puissant momentum haussier. Donc pour le moment, pas de stratégie vendeuse sur le cacao. Est-ce qu'il faut passer à l'achat? Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué parce que on a une divergence du momentum et je vois bien donc une respiration. Si vous êtes à l'achat, est-ce qu'il faut clôturer position acheteuse? Je pense qu'on c'est possible d'attendre un retour à 3 dollars. Voilà. Soit vous attendez un retour à 3 dollars, soit vous payez en cas de franchissement de retour à 2,5, pardon. Si on a un retour à 2,5, pourquoi pas prendre des bénéfices. Donc, soit vous pouvez les prendre à ce niveau de prix, ou soit vous pouvez les prendre à ce niveau de prix. Voilà. Donc en dessous de 3 ou à 2,5. Et donc l'argent pareil, 16 dollars, 16,20. Si le Dixie a fait son point haut, 16,20 ça se paye, hein, clairement. Ça sera même plus intéressant que l'or. Comme vous le savez, l'argent, d'après la valeur relative or-argent, eh bien l'argent pourrait avoir plus de chances de surperformer ces prochaines années. Alors oui, c'est pour du long terme, mais voilà, l'argent a beaucoup plus de chances d'être haussier, en tout cas de surperformer l'or ces prochaines années tout simplement. Ouais, donc je reviens sur la UDNZD. La UDNZD, c'est possible de prendre des bénéfices. Maintenant, ce que je vois, ce qui est possible, ce qui me semble possible, et ce que je veux croire, alors, il y a une différence que je croire et ce qui va se passer, mais c'est un retour à 50 et ensuite le rebond. Donc moi, ce que j'attends, c'est d'analyser le retour sur 50. Si on a le RSI qui clôture sous 50, dans ce cas, je prendrai mes bénéfices sur la UDNZD. Par contre, ce qui est possible, et ce qui est, je dirais pas souvent le cas parce que ça pourrait porter à confusion, mais vous l'avez déjà vu, les retours sur 50 c'est possible, c'est souvent le cas, qu'on ait un rebond sur 50 et donc que le prix rebondisse. Voilà. Souvent, c'est juste une respiration du momentum. Voilà. Donc, j'attends retour à 50. Si on a le RSI qui rebondit sur 50, on aura un rebond du prix et dans ce cas, ce sera parfait.
Si on a un retour sur 50 et que le RSI passe sous ce niveau de prix, clôture sous ce niveau de prix, dans ce cas-là, je prendrai mes bénéfices sur les NZD, certes à un prix moins bon, mais au moins j'aurais attendu, voilà, j'aurais pas de regrets. Voilà donc pour ce point de marché, je pense qu'on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le webinaire spécial crypto-monnaie pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies. Si possible de faire un point sur crypto. Bon bah écoutez, je vais faire un point sur crypto rapidement, mais à 13h il y aura un point spécial crypto-monnaie où on ira beaucoup plus dans le détail. Moi j'ai des questions sur crypto. Bon, crypto-monnaie. Donc Bitcoin sous 10 000, tant qu'il se situe sous 10 000, il y a plutôt un risque correctif. Donc je ne suis pas baissier, je ne suis pas vendeur, mais si vous regardez le RSI commence à s'orienter à la baisse, le cours a du mal à progresser. L'Ether confirme également cela. On a un RSI qui est de plus en plus bas et un prix qui consolide. Donc pour le moment c'est neutre hein, sur les crypto-monnaies. Tant qu'on est sous 10 000 le Bitcoin, je pense que le risque est plutôt correctif. Quand je dis correctif, c'est un retour. Donc c'est possible de shorter les 10 000 pour vivre à moyenne mobile à 200 jours, voire même ce croisement des moyennes mobiles vers donc 8500 à peu près. Voilà, donc prudence sur les cryptos. En plus qu'une divergence pourrait se former. Hein. Donc là c'est pas le cas parce qu'on a un prix qui est de plus en plus bas avec un RSI qui est également de plus en plus bas. Mais si par exemple on a un RSI qui se maintient vers ces niveaux actuels et le prix qui revient chez les 10 000, on aura une divergence qui va se former. Ethereum 850 $. Alors François, j'aimerais bien, pour être honnête avec vous, j'aimerais bien qu'il revienne à 850 $. Maintenant, vu les signaux actuels, actuellement c'est une respiration. C'est une respiration qui pourrait se transformer en retracement. Donc, ouais, ça me semble compliqué. Alors, on va essayer de chercher des signaux. Euh, bon, on a cet oblique qu'on pourrait tracer, pourquoi pas. On va se mettre en 4 heures. Bon, on a cet oblique, pourquoi pas, qui est exploitable. En tout cas, si on a une cache sur cet oblique, si le cours franchit cet oblique, eh bien, ça sera un signal en plus favorisant le scénario d'un retracement. Et donc, le retracement prendra les niveaux de Fibonacci, point bas, point haut, 38-50%, vous voyez, c'est vers les 530 $. 530, 500, serait possible de payer l'Ethereum vers ce niveau de prix. Ou en tout cas, d'envisager un repli vers ce niveau de prix. Voilà, donc l'Ethereum, pour le moment, l'Ethereum, le Bitcoin, ils sont dans des phases de respiration, de consolidation, pas encore de retracement, mais donc c'est pour ça que c'est important de les surveiller de très près parce que si on a un retracement, eh bien, ce sera possible de viser les niveaux de Fibonacci. Donc, à contraire, ce sera possible de viser des niveaux plus hauts comme 850 $ l'Ethereum et 10 000 $ le Bitcoin. Voilà. Mais en attendant, voilà, c'est la neutralité. Je pense qu'il faut garder à l'esprit. Alors, Olive tu demandes, alors bonjour à vous Olive, en intraday Dow Jones malgré un stochastique en surachat et H4, alors malgré une stochastique en surachat en H4 et en H1 pardon, il me semble bien remonter à la hausse et dépasser la R des 2000, la résistance des 2000, 24 438. Qu'en pensez-vous si repli ou vous le verriez? Alors, H4, H1, stochastique, donc moi je regarde pas beaucoup de stochastique, je vous avoue, donc 24 431. Alors, H4, H1. 24 431, donc la résistance, elle est en train d'être testée quasiment à 20 points près. Sur le Dow Jones, 20 points, c'est rien du tout. Donc 24 431, pourquoi pas, oui. Ce que je constate, regardez, c'est qu'on a un triangle, quelque chose comme cela. Ici, là on peut tracer une oblique.
donc qui a été franchi, donc du coup ça vaut pas vraiment le coup, ça non plus. Pour moi la prochaine forte résistance, la prochaine puissante résistance c'est 24 500, puis 24 698 qui est le prix de clôture 2017. Ce niveau de prix devrait avoir quand même pas mal de réactions de la part du marché. Moi je pense que le potentiel il est haussier sur le Dow Jones jusqu'à 24 500, 24 698. Et voyez-vous une formation de chartiste qui pourrait aider à décision. Alors Olive, moi dans le fond, comme je vous l'ai dit, en journalier, on a sur tous les indices américains, un triangle descendant, ce qui veut dire qu'il y a une pression vendeuse, étant donné que les sommets sont de plus en plus bas. Maintenant, H4, voilà, vu, tout va dépendre en fait de la direction du pétrole et des rendements du 10 ans, rendement du 10 ans américain. Si on a le pétrole qui progresse, on aura dans le fond des marchés qui vont progresser, qui vont tendre vers les 24 700 points, tout simplement. Maintenant, d'un point de vue chartiste, en H4 ou en H1, je vois pas grand chose. Non. Alors regardez un petit peu cette oblique, elle est assez intéressante. Point bas, extension. Donc le marché a réagi à cette oblique, donc si on a un retour à cette oblique, Olive, pourquoi pas payer le dos. Maintenant, pour le risque correctif, alors pour être cette oblique, mais bon, j'aime pas trop non plus, étant donné que les points ne sont pas écartés, donc c'est compliqué. Mais donc voilà, oblique baissière à très court terme, mais bon, elle est assez faible, hein, étant donné que les points sont assez proches. Ça n'a pas été vraiment testé à de multiples reprises. Donc voilà, ça va être une légère zone de résistance, cette oblique. C'est tout ce que je vois sur le Dow Jones. Oui, le Dow Jones a bien baissé, il a bien respiré. Le marché obligataire s'est bien repris. Alors, Olive, donc si pétrole baisse, Dow Jones monte. Alors, c'est plus compliqué que cela. J'ai envie de dire oui et non. C'est compliqué parce que si le pétrole monte, ça va soutenir les valeurs énergétiques. Mais étant donné qu'en ce moment, on est très proche, une montée des cours du pétrole veut dire accélération de l'inflation. Vu qu'on a quand même des inquiétudes importantes, le marché a des inquiétudes importantes sur l'inflation, si on a une hausse des cours de pétrole, on pourrait avoir le même scénario qu'en début de semaine dernière, c'est-à-dire pression inflationniste qui immobilise les marchés boursiers. Voilà, donc, de manière générale, hausse des cours de pétrole veut dire oui, hausse des marchés actions, mais dans les périodes où il y a des risques de surinflation, d'inflation trop importante, eh bien la hausse des cours de pétrole n'est pas forcément une bonne chose. Donc en ce moment, j'ai envie de dire, c'est compliqué de trancher si les cours de pétrole vont avoir un impact positif ou négatif. J'ai envie de dire positif si si le pétrole monte avec modération, monte fortement, avec un faible momentum. Maintenant, s'il bondit, ce cours de pétrole, non, ça ne va pas être une bonne chose. À mon avis, ça ne va pas être une bonne chose parce que ça va raviver les inquiétudes sur l'inflation. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Donc le RSI Olive, donc le RSI en H4, en H1 pardon, on a une petite divergence, mais bon, ça me semble pas très important, étant donné que vous voyez elle est assez légère et qu'on est très loin de 50, donc le prix pourrait continuer à se développer en attendant une validation de la divergence. Peut-on dire que le Nikkei est le patron du Dow Jones comme le Dow Jones l'est pour le DAX? Alors le patron, qu'est-ce que vous voulez dire pour le patron? Est-ce que vous voulez dire celui qui va diriger? Alors non. Maintenant, je vous rappelle, le Nikkei et le Dow Jones sont des indices vraiment particuliers, étant donné que ils ne sont pas formés de la même façon que le S&P ou le CAC 40 ou l'Eurostoxx. Le Nikkei et le Dow Jones sont cotés par rapport au prix des actions, des composantes des actions, et non pas par la capitalisation boursière. Voilà. Donc la pondération du Dow Jones se fait par rapport au prix de chaque action. Et donc Boeing est l'action qui pèse
le plus, en tout cas qui pèse plus que Apple dans le Dow Jones. Alors que Boeing, je ne sais pas c'est quoi sa capitalisation boursière, alors regardons cela. Market cap, vous m'avez compris, donc capitalisation boursière 200 milliards, Apple 800, donc Apple vaut quand même 4 fois plus que Boeing, et pourtant Boeing a plus de poids dans le Dow Jones, parce que son action est plus chère. Son action, elle vaut 341 $, alors que Apple vaut 162. Voilà. Et sa capitalisation, vous voyez, 820. Donc Nikkei et Dow Jones, leurs pondérations sont effectuées selon le prix des actions des composantes. Alors que tous les autres indices, S&P, Nasdaq, CAC, etc., ce sont la capitalisation boursière. Donc le Apple est l'action qui a la plus forte pondération dans le S&P, dans le Nasdaq, mais pas dans le Dow Jones. Voilà, donc ça c'est à noter. Donc est-ce que le Nikkei est lead le Dow Jones? Non, 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 je ne sais pas quoi dire d'autre, mais non, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt Wall Street qui, vous savez que les États-Unis comptent pour plus de 50% dans le MSCI mondial. Vous savez, l'indice MSCI Monde qui réunit tous les marchés actions. Les États-Unis a la pondération la plus importante parce que voilà, le marché américain, vous savez, les États-Unis, c'est le capitalisme. Donc c'est vraiment c'est le leader, on va dire, des marchés actions. Alors ça ne veut pas dire par là que si Wall Street est en baisse, tous les marchés actions vont être en baisse, mais si on a un crack à Wall Street, on aura un crack partout. Et pour le DAX, c'est différent. Pourquoi il a autant de points le DAX? Parce qu'il a les dividendes réinvestis. Voilà, il a les dividendes réinvestis, contrairement au CAC 40. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de comparer CAC 40 et DAX en termes de performance parce que on compare faut pas comparer les carottes et les choux. Le CAC 40 n'a pas les dividendes réinvestis. Faut regarder le CAC 40 GR pour pouvoir proprement comparer le CAC 40 et le DAX. Donc Boeing et s'il fallait en prendre quelques-unes. Alors, c'est très correct quand même ce que fait le Dow Jones, le DAX copie quasi conforme. Alors oui, hein, de toute façon les marchés actions copient de façon assez similaire. Hein. Les indices actions sont de plus en plus corrélés. Donc voilà, que ce soit le Nikkei, le Dow Jones, le DAX, mais également si vous regardez le CAC 40, ils sont globalement assez bien corrélés au Dow Jones. Donc Boeing, pour en prendre, s'il fallait en prendre quelques-unes. Donc en fait ça dépend. Je connais pas toutes les composantes du Dow Jones, mais Dow Jones en clair, la pondération se fait par le prix de l'action. C'est pas par la captation boursière de chaque entreprise. Voilà donc pour ces informations, pour cette revue de marché. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça aurait été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou par email. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à tout à l'heure, 13h pour le webinaire spécial crypto-monnaie et demain matin pour le prochain point de marché complet. En espérant que le DXY nous fournisse un peu plus de signaux baissiers ou alors une contre-indication. Dans ce cas-là, on pourra acheter à nouveau le dollar. Voilà, merci pour votre attention et excellente journée.